Chers partenaires du collectif Alzheimer Ensemble, mesdames et messieurs, chers amis, je suis ravie de vous accueillir à nouveau et je vous souhaite la bienvenue dans le cadre des lundis Alzheimer, nouveau programme du collectif Alzheimer Ensemble, construisons l'avenir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, je rappelle que le collectif réunit plusieurs acteurs autour d'un projet commun qui veut relever d'ici à 2030 les défis sociaux, économiques, du cognitif, en soutenant une société plus accueillante, solidaire et inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap cognitif. Les lundis Alzheimer sont à la fois un temps de décryptage pour mieux comprendre la maladie, mais également un rendez-vous qui aborde un enjeu majeur de la maladie afin d'interpeller et d'appeler à l'action. Avec plus de 1,2 million de personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer en France aujourd'hui et qui seront 2,2 millions en 2050, on peut considérer qu'on est dans un contexte de transition démographique, un contexte dans lequel il est urgent d'agir. Malheureusement, les pouvoirs publics et la société n'ont pas pris la mesure des enjeux attendus pour améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants. Pourtant, des solutions simples existent. Vous avez été nombreux à suivre nos premiers échanges sur la prévention et nos invités ont rappelé que prévenir la maladie d'Alzheimer était réaliste avec un mode de vie adapté. 40% des cas de maladie d'Alzheimer pourrait être évité. La prévention est également un puissant levier pour mieux vivre la maladie tout en réduisant le volume de besoins en termes de soins. Vous étiez toujours présent lundi dernier pour évoquer l'accompagnement au travers de différentes solutions proposées au domicile ou en établissement afin de répondre à un seul objectif. Personne ne doit rester seul, personne, comme nous le rappelait Joël Jaouen, le président de France introduit ce webinaire, mais également l'obligation qui est la nôtre de considérer la personne malade comme compétente et qui doit participer aux décisions qui la concernent. Participer au choix, anticiper, rester acteur de sa maladie, ces impératifs prennent tout leur sens avec la thématique que nous allons aborder ce soir, l'habitat, le chez-soi. Dans un sondage, le regard sur l'habitat inclusif que nous avons fait réaliser par l'IFOP en fin d'année dernière, 82% des plus de 50 ans déclaraient vouloir vieillir et finir leur jour à domicile. Ce souhait des Français est bien connu, mais est-ce un choix réaliste quand vous êtes atteint de troubles cognitifs? Quand la maladie devient trop lourde à gérer pour vos proches, la solution est-elle l'EHPAD? Alors même que la crise sanitaire que nous traversons a renforcé l'opposition entre le besoin de sécurité et le droit à la liberté, comment ces deux impératifs sont-ils pris en compte lorsque l'on évoque le chez-soi d'une personne vivante avec la maladie? D'ailleurs, que signifie chez-soi? Quel type d'habitat peut permettre aux personnes malades, aux proches qui les aident, de mieux vivre au quotidien, mais aussi aux professionnels qui les accompagnent, d'avoir une qualité de vie au travail qui soit la meilleure possible? Après 75 ans, 2 personnes sur 3 qui vivent en institution et 1 personne sur 6 qui vit à domicile a des troubles cognitifs. À l'heure où l'on parle de société inclusive, de virage domiciliaire, d'habitat inclusif, d'EHPAD de demain, comment faire pour que les personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer soient bien incluses dans ces dispositifs et que ces derniers soient adaptés à leurs besoins spécifiques? Comment s'assurer que les lieux dans lesquels elles habitent soient de vrais domiciles, c'est-à-dire des lieux de vie où l'on ne soigne que si nécessaire? Les personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer doivent en effet avoir d'autres choix que le maintien à domicile, souvent difficile quand la maladie progresse ou que les aidants s'épuisent, ou l'entrée en EHPAD, malheureusement souvent. Les colocations Alzheimer, l'accueil familial, l'habitat intergénérationnel et d'autres solutions encore sont de nouvelles formes d'habitat qu'il faut encourager et développer. C'est tout l'enjeu, l'éventail des possibles, de réfléchir aux solutions d'habitat de demain pour les personnes avec encourager les nouvelles formes d'habitat intermédiaire ou alternatives. Je cède la parole à nos invités que je remercie très chaleureusement de participer à ce webinaire ce soir. Et je cède la parole à Thierry. Bonsoir à tous, je vois que nous avons eu un petit souci technique, j'en suis vraiment désolé. Bonsoir à tous, et donc
avec du coup un peu de décalage. Merci Hélène Jacquemont pour votre introduction à notre thématique du jour, qui est donc habiter, comment garantir la possibilité de choisir son chez-soi et jusqu'au bout de la vie pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Et donc pour en parler, nous avons ce soir le plaisir de recevoir le professeur Nathalie Salle, qui est présidente de la Société française de gériatrie et gérontologie, qui devra malheureusement, je crois, pour cause d'impératif, nous quitter aux alentours de 18h45. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir Christine Tabuenka, qui est directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous avons aussi Gwenaëlle Omesser, qui est directrice adjointe de la direction de l'offre de soins, de l'autonomie et des parcours à la Fédération nationale de la mutualité française. Donc bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir. Et enfin, François-Xavier Turbet-Deloff, qui est directeur adjoint de l'association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres. Donc bonsoir François-Xavier. Bonsoir. Avec le son, c'est beaucoup mieux. Avant juste de débuter nos échanges, quelques chiffres peut-être qui entrent en résonance par rapport à l'introduction d'Hélène Jacquemont, qui sont à garder en tête, qui sont là aussi issus de l'étude IFOP qui a été menée pour la Fondation Médéric Alzheimer, qui a été publiée en novembre 2021. La question de la perte d'autonomie, et c'est intéressant parce qu'elle s'inscrit vraiment dans une forme d'imaginaire français, c'est un sujet de préoccupation des Français âgés de plus de 50 ans, puisque 80% d'entre eux envisagent pouvoir se retrouver dans cette situation, ce qui au passage va générer une inquiétude pour 36% d'entre eux. C'est dire qu'on est face à un sujet qui est extrêmement vaste et extrêmement large. Et si, comme l'évoquait Hélène Jacquemont, 82% souhaitent vieillir à domicile, une bonne partie d'entre eux l'anticipent, puisque 56% ont ou vont déménager et 59% ont déjà commencé à anticiper les choses et ont ou envisagent de faire des travaux, ce qui est des proportions tout à fait importantes. Et pour autant, et face à la maladie d'Alzheimer, les avis sont partagés entre, d'une part, quand il semble et il n'apparaît plus possible forcément du fait des contraintes de la maladie, éventuellement d'avoir le choix, les avis sont partagés entre, d'une part, le domicile à 35% et l'EHPAD à 36%, qui semble constituer, pour les Français interrogés, une alternative. Avec, de toute façon, dans tous les cas, des limites, que je rappelle, puisque l'adresse qui a mené des études dans ce domaine pointe que de toute façon, de son côté, elle pointe qu'on devrait avoir d'ici 2030 environ 108 000 places qui viendraient à manquer en EHPAD. C'est dire si on est face à un sujet qui est éminemment complexe et qui appelle derrière à l'action publique. Peut-être juste pour démarrer, professeur Salle, on a évoqué la question de l'habitat. Moi, j'aimerais juste, peut-être en guise d'introduction à votre propos, vous poser la question de quelles sont les principales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer à prendre en compte quand on parle d'habitat. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne question. Parce que, on le voit d'ailleurs dans ce sondage IFOP sur les personnes interrogées, la maladie d'Alzheimer fait peur et on s'imagine pas trop vivre à la maison, en tout cas pour un tiers des interrogés, si on devait être atteint de maladie d'Alzheimer. Donc, ce qui est important à mon sens de préciser un peu pour planter le décor, si je peux m'exprimer ainsi, c'est déjà le diagnostic. À mon sens, un premier déterminant pour pouvoir vivre le plus longtemps possible chez soi, comme ce que désire finalement la majorité des Français, c'est d'avoir un diagnostic précoce pour pouvoir être accompagné de manière spécialisée, à la fois par le médecin généraliste et les infirmières ou les soins primaires, comme on dit, pharmaciens, kinés, infirmiers, mais également par les spécialistes, gériatres notamment, soignants gériatres, et tout ce qui est de l'ordre des associations spécialisées dans le maintien à la maison de ces personnes. Si le diagnostic est fait précocement et non pas de manière tardive au moment d'un épisode aigu qui va faire venir le patient à l'hôpital et qui va là permettre le diagnostic dans une phase aiguë et qui va malheureusement rendre très compliqué le maintien à la maison et le retour à la maison. Donc si le diagnostic est fait précocement avec un accompagnement spécialisé et un suivi, on va pouvoir, je pense qu'on l'abordera juste après, prévenir toutes les complications, enfin une majorité des complications, et permettre le maintien à la maison dans de bonnes conditions.
Alors pourquoi un diagnostic précoce? Parce que la maladie d'Alzheimer a malheureusement plusieurs stades. Et le stade qui va être plus compliqué pour un maintien à la maison, c'est le stade sévère de la maladie parce que il est souvent associé à des troubles du comportement sous la forme d'une agitation, de malheureusement d'une déambulation avec un risque de fugue qui va être plus contraignant à la fois pour les proches aidants, mais également pour le patient, de pouvoir vivre en sécurité, si on peut s'exprimer ainsi, à la maison. Je voudrais juste rajouter 2 points à cette question. C'est la problématique de 2 syndromes qu'on retrouve très souvent quand le malade a une maladie d'Alzheimer, qui sont les chutes répétées et la confusion. Donc ce sont 2 syndromes qui sont particulièrement associés à cette maladie et d'ailleurs la Haute Autorité de Santé parle de la maladie comme un facteur prédisposant la survenue de ces 2 syndromes. Alors pourquoi les chutes? Parce que le déclin cognitif s'accompagne souvent d'une dénutrition qui va faire, euh, qui va induire en fait une réduction des muscles et donc un risque plus important de chuter, mais aussi d'une dépression et surtout d'une polyprescription, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de médicaments prescrits, notamment des psychotropes, qui sont pourvoyeurs de chute. Enfin, pour la chute, il y a des risques environnementaux. Les patients vont oublier souvent d'allumer la lumière la nuit pour aller aux toilettes ou oublier de prendre les chaussures adaptées ou une canne s'il y en a une. Et on sait que là, dans ce contexte de chute répétée, le maintien à la maison est vraiment plus compliqué et d'ailleurs souvent très angoissant pour les proches aidants qui ne vivent pas avec le patient. Le deuxième syndrome, c'est la confusion. Et on sait aussi qu'avec l'âge, on a une diminution de certains neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, qui est aggravée par la maladie d'Alzheimer, ce qui va induire une sorte de fragilité, c'est-à-dire une réduction à faire face à certaines situations aiguës, comme un changement de repère, une hospitalisation, mais aussi une infection ou un problème aigu X ou Y, une déshydratation, etc. Et là, cette confusion va être compliquée à prendre en charge à la maison et on sait qu'un passage à l'hôpital va être nécessaire pour traiter la cause de la confusion. Et le retour à la maison, quand la confusion a été très bruyante, est très angoissante pour les aidants, proches aidants notamment. Et on va avoir quelques freins au retour et on va être un petit peu obligé de passer à d'autres structures que la maison. Donc on a la possibilité dans ces 2 syndromes de mettre en place de la prévention pour les éviter. Très bien. Ce qui rend effectivement assez, j'allais dire quasiment stratégique, la question de l'habitat, hein, et notamment la question du domicile dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et notamment, il y a une forme peut-être de balance entre les bénéfices-risques à rester chez soi. Oui, alors complètement, c'est souvent comme ça qu'on réfléchit quand on est gériatre. On a dans la tête une balance et on va mesurer en permanence les bénéfices-risques d'action ou de décisions comme par exemple le maintien à la maison. Donc là déjà dans les bénéfices, il faut évoquer la qualité de vie du patient. Il est chez lui, il est dans ses repères et on sait que le changement de repère dans le cas de la maladie d'Alzheimer est pourvoyeur de confusion. Donc le fait de le maintenir chez lui, dans ses repères, avec ses proches familiaux qu'il connaît ou ses aidants professionnels habituels qu'il a l'habitude de voir arriver chez lui, ses animaux de compagnie, etc., va en quelque sorte constituer un cocon rassurant qui va aussi finalement intervenir dans la prévention du risque infectieux. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. À côté de ça, je pense qu'il faut aussi apprendre à préserver l'autonomie du patient. Je parle de l'autonomie dans le choix, dans la décision que peut avoir le patient à rester chez lui le plus longtemps possible. Qu'il ait une maladie d'Alzheimer ou pas, il doit rester autonome dans ses choix. Bien sûr, il est accompagné par ses proches aidants, par les médecins qui le connaissent, notamment le médecin généraliste, les soignants, etc. Et on sait qu'il y a des choix plus ou moins construits avec une capacité de discernement ou non en fonction de la gravité de la maladie. Mais voilà, le respect de l'autonomie dans le choix du patient est aussi important. Un autre bénéfice que j'y vois, c'est que quand on est chez soi, on a moins de ruptures de parcours.
c'est-à-dire que on reste loin de l'hôpital et du coup, on garde les liens avec son médecin généraliste qui nous connaît, son pharmacien, ses aidants professionnels, et on a un risque, ça a été démontré dans la littérature, diminué de iatrogénie, notamment médicamenteuse. Enfin, Alors juste, rester chez soi a aussi un bénéfice puisque ça diminue le risque de perte d'autonomie fonctionnelle. On va pouvoir continuer à marcher, continuer à aller aux toilettes, on va éviter la survenue de tout un tas de complications de dépendance parce on connaît son domicile, on va s'alimenter, on est chez soi. Donc ça, ce sont les bénéfices. Si vous voulez que je parle des risques, parce que je vois que oui, vous alors êtes là, juste donc je avant, sais avant que juste avant que vous ne passiez au risque, juste si vous pouvez nous donner la définition de iatrogénie, puisque tous les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément des spécialistes. Voilà, c'était juste. D'accord. La iatrogénie, c'est un événement indésirable issu des soins. Donc souvent, quand on parle de iatrogénie, on parle de la iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire les événements indésirables liés à l'utilisation de certains médicaments. Mais on peut aussi parler de la iatrogénie issue des soins. Par exemple, quand on va aux urgences, il y a une agressivité médicale, sans bien sûr le faire exprès, qui va être induite là pour le patient avec un risque de perte d'autonomie, puisqu'on doit rester sur un brancard, un risque de dénutrition, un risque d'agressivité psychologique. Et ça fait partie aussi de la iatrogénie, c'est-à-dire l'effet secondaire et indésirable lié aux soins. Dans la balance bénéfice-risque, juste dire un mot sur les risques, si vous me permettez. Oui, tout à fait. Mais oui, une balance, c'est le propre de la balance, c'est d'avoir des bénéfices, mais aussi des risques. Voilà. Donc, dans les risques, c'est toutes les complications dont on a parlé et c'est aussi quelque part un risque qui est lié à la maltraitance. Même si c'est pas évidemment quelque chose que l'on va chercher, une maltraitance, elle est jamais recherchée, mais on peut en arriver à de la maltraitance parce que pour sécuriser au maximum le maintien à la maison du patient et pour le protéger au maximum, on va avoir des choix qui vont pas être les bons, malgré nous. C'est-à-dire qu'on peut être amené à prescrire de manière inappropriée des médicaments qui vont endormir le patient et qui vont induire du coup une dépendance. On peut aussi être amené à isoler le patient chez lui et quelque part à être finalement maltraitant au niveau social, même voire parfois pour le protéger, l'enfermer chez lui le temps que les professionnels sont absents de son domicile. Donc il faut faire attention à ça et c'est quelque chose qui est malheureusement compliqué à vivre pour les proches aidants. Et là, l'accompagnement spécialisé, les groupes de parole, etc., vont permettre quelque part d'amener une sorte d'éducation des proches aidants, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir amener le maximum de bientraitance. Dans le risque aussi, c'est un risque qui est lié à l'absence de personnel. Donc je ne sais pas si je dois en parler là ou si j'en parle plus tard, mais peut-être plus tard, oui, parce que je crois que vous avez une question sur ça. On y reviendra peut-être plus tard. Là, Voilà. l'idée, c'est vraiment d'être plutôt sur le domicile. Vous évoquiez une balance bénéfice-risque. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, peut changer un peu les trajectoires, c'est-à-dire faire évoluer finalement la balance. Alors, vous avez commencé à en parler. Hein, finalement, il y a une forme de, on va dire, de formation peut-être des proches. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent permettre finalement avant de rentrer, et on conclura peut-être votre intervention sur l'organisation au sens propre, mais est-ce qu'il y a certains facteurs qu'il faut garder en tête? Oui, alors le facteur primordial, c'est la prévention, hein, prévention de la dépendance. Alors avec l'ensemble des proches, qu'ils soient proches aidants ou proches professionnels, la prévention de la dépendance avec toujours la stimulation à l'activité physique, à la nutrition, la stimulation cognitive. On a là tout un tas de dispositifs qui existent en ville, hein, les accueils de jour, Alzheimer, etc., les séances d'orthophonistes, l'intégration du patient dans le cercle familial, dans la société, combattre un petit peu, même beaucoup, les représentations sociales. Donc il y a beaucoup de choses à faire autour de la prévention, de la formation, pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir rester chez soi
et solliciter tous les dispositifs qui sont présents dans la ville, mais qui sont un peu hétérogènes en fonction des communes, qu'on soit en milieu urbain ou rural. Là, je parle des dispositifs SIAD, c'est-à-dire les soins infirmiers à domicile, mais aussi les plateformes d'appui territorial qui sont présentes dans les communes et dans les territoires. Et l'enjeu, là, pour moi, prioritaire, c'est que l'ensemble de ces dispositifs, au niveau humain, soient renforcés, puissent exister partout en France, qu'il n'y ait pas de zones blanches comme on les voit aujourd'hui, car en fonction de son lieu de vie, on a ou non à sa disposition des aides. Ce ne sera pas du tout la même chose en milieu rural qu'en milieu urbain. Et malheureusement, en fonction de son lieu de vie, on va avoir des attitudes différentes qui, je pense, devraient changer. Très bien. Et alors, plus spécifiquement, et on achèvera peut-être cette première séquence avec vous, plus spécifiquement, comment on peut organiser la prise en soin ou la sécurisation médicale du domicile, hein, si on fait ce choix-là, et peut-être dans une moindre mesure en EHPAD. On aura l'occasion d'y revenir, mais là, plutôt sur le domicile. Pour moi, pour sécuriser le maintien à domicile, il faut un suivi. Il faut un suivi médico-soignant, voilà, approprié, pour que on puisse en permanence prévenir les risques, soit de chute, soit de confusion, soit des risques qui vont faire que le maintien à domicile ne sera plus possible parce que l'aidant sera épuisé, etc. Donc il faut accompagner, supporter et suivre. Donc comment on peut faire ça? Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir, à côté des soins primaires, donc infirmiers, médecins généralistes, pharmaciens, kinés, etc., apporter des cerveaux de gérontologues, de gériatres à la maison. Donc on a tout un tas de dispositifs, hein. Je parlais tout à l'heure des plateformes autonomie territoriale. Il y a également des équipes mobiles de gériatrie extra-hospitalière qui peuvent soutenir et aider les médecins généralistes et les soignants de la ville à amener les bonnes préconisations pour éviter les accidents. On a également la possibilité de voir le patient en télémédecine chez lui, avec une infirmière qui a un ordinateur et qui nous permet de faire du soin sans déplacer le patient et continuer à faire de la prévention. On peut également amener à la maison, par la visio, comme on a aujourd'hui la connexion, tous les soignants, diététiciens, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes. Aujourd'hui, c'est possible et ça va permettre d'apporter finalement le maximum de professionnels pour pouvoir prévenir encore une fois la dépendance et les catastrophes liées aux chutes ou à la confusion. Et il faut pouvoir travailler main dans la main avec les infirmières, les pharmaciens, les généralistes. Alors, dans le meilleur des mondes possibles, si on peut rêver aujourd'hui, ce soir, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse travailler ensemble, beaucoup plus ensemble, et prendre le temps de la concertation. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un temps de concertation entre le proche aidant familial, l'aide ménagère, l'auxiliaire de vie, jusqu'à l'hôpital, en intégrant tous les soignants, toutes les associations, tous les professionnels qui sont là et qui connaissent le patient. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans des organisations très cloisonnées, et quand l'aide ménagère voit, en faisant le ménage, que les médicaments ne sont pas pris du patient, ou que l'auxiliaire de vie voit que le patient ne mange pas bien, a des troubles de la déglutition ou autres problèmes, il y a une difficulté à pouvoir transmettre ces informations au médecin généraliste ou au spécialiste qui suit le patient, et on perd du temps. Et c'est souvent à l'occasion, malheureusement, d'un accident, comme une chute ou comme une confusion, que le patient arrive aux urgences, qu'on se rend compte de tout ce qui s'est passé. Donc, je suis persuadée que par la concertation multiprofessionnelle, on pourrait avoir des déterminants beaucoup plus précoces de quelque chose qui va pas bien à la maison et intervenir plus vite pour que le patient puisse rester chez lui et évite des allers-retours à l'hôpital. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on a déjà les questions. J'en ai notamment une pour vous et j'en profite pour indiquer à nouveau aux internautes qui peuvent et qui ne doivent pas hésiter à nous poser des questions. La question, c'est quand faut-il consulter son médecin pour de la prévention? Bon, en fait, normalement, ça devrait se faire lors de la consultation du médecin généraliste, hein, si la question concerne le médecin généraliste.
C'est-à-dire que lorsqu'il suit son patient tous les mois, il devrait normalement avoir des actions de prévention. C'est ce qu'il apprend dans son métier. Et il devrait pouvoir réaliser les examens cliniques au moins et l'interrogatoire ciblé sur les actions de prévention. Très bien, merci. Merci pour cette réponse. De toute façon, on se retrouvera, je pense, pour d'autres questions tout à l'heure. Et maintenant, je vais donc inviter Christine Tabuinka à nous rejoindre. C'est vrai qu'on a évoqué à la fois dans l'introduction les échanges qu'on a eu là, une forme de binarité hein, par rapport à la maladie d'Alzheimer où finalement on a deux choix, c'est l'EHPAD et le domicile. Ce que l'étude d'ailleurs que j'évoquais montre, montre en tout cas investigue. Et donc quand on vit avec une maladie d'Alzheimer, est-ce que il existe d'autres choix que l'EHPAD ou le domicile? Merci Thierry. Effectivement, il existe une troisième voie, mais avant d'aborder cette troisième voie, il me semble important de reprendre deux notions. La première, vous avez évoqué ce chiffre de création de 108 000 places pour 2030. Il faut le mettre en perspective avec le nombre de personnes qui seront atteintes de la maladie d'Alzheimer en 2030, à savoir 1,5 million contre 1,2 million aujourd'hui. Vous voyez bien que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le domicile et l'EHPAD ne suffiront pas à répondre à toutes les demandes. D'autant plus que les personnes âgées qui seront là en 2030 sont la génération 68A et que très clairement, ils ont exprimé dans l'enquête que vous venez de rappeler leur souhait de ne pas être en EHPAD. Donc cette troisième voie existe. On la développera tout à l'heure avec le panorama qui s'affichera à l'écran. Le deuxième point à prendre en compte quand on parle d'habitat, c'est que l'habitat est inclus dans le projet de vie des personnes. Dès l'adolescence, quand on se projette dans les études, dans les métiers, l'habitat fait partie aussi de la réflexion. On envisage tous de quitter le domicile familial pour son premier appart, souvent un studio, etc. Là, ce que l'on constate aujourd'hui pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est comme si à l'annonce du diagnostic, ils perdaient la possibilité d'intégrer cet habitat dans leur projet de vie. Et que les autres vont décider avec cette dualité que vous venez de dire, EHPAD ou domicile. En fait, il est dommage de ne pas s'appuyer sur le modèle de l'handicap qui s'est un peu affranchi de cette dualité qui, depuis une vingtaine d'années, ont compris que l'habitat inclusif et alternatif était une solution et que l'on pouvait très bien avoir son propre choix. Et ce propre choix, pour l'avoir, il faut en avoir connaissance. C'est pourquoi, à la Fondation Médéric Alzheimer, nous avons établi un panorama qui va s'afficher à l'écran. Et ce panorama a le mérite de lister l'ensemble des dispositifs ou d'habitat qui sont offerts à toute personne présentant des troubles cognitifs. Alors, ce parcours peut vous paraître très linéaire. En fait, il ne faut pas le prendre comme ça. Effectivement, on peut être à domicile et puis avoir des épisodes qui nécessitent des hospitalisations ou d'aller dans des unités spécifiques. Mais nous avons souhaité, par ce panorama, montrer qu'il existait une multitude de solutions. Donc, le domicile, que ce soit un logement social ou son propre domicile, des résidences-services, des colocations, donc plutôt un habitat partagé, et un habitat plus médicalisé, avec effectivement l'EHPAD, les UCC, les unités de protection. Par contre, ce qui est important de rajouter à ce panorama, c'est que l'habitat, c'est aussi une histoire de projet de vie, comme je disais, et un projet de couple. Donc, dans chacune de ces solutions, il faut intégrer comment le couple, personne malade et aidant, peut trouver sa place. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces structures ne fonctionnent pas forcément individuellement et séparées. Le réseau est très important et donc vous pouvez être à domicile et faire appel à des structures de soins à domicile externes, comme les SIAD, comme des infirmières à domicile, qui viendront apporter les soins médicaux, l'accompagnement à la vie quotidienne. C'est valable au sein du domicile, mais c'est également valable dans les colocations. On voit bien donc la richesse des solutions. Une des difficultés de ce panorama aujourd'hui est la méconnaissance de ces différentes possibilités. Et je vais citer le professeur Nathalie Salle qui s'est exprimé tout à l'heure, mais qui avait conclu la rencontre du 14 décembre au village d'Ax en disant que, en tant que gériatre, elle découvrait à travers ce panorama qu'il existait différentes solutions et qu'elle pouvait, dans le futur, proposer aux patients d'autres alternatives qu'effectivement l'EHPAD ou le domicile. Donc on voit bien que la méconnaissance, elle est
aussi bien au niveau du patient et de son proche que de l'équipe médicale qui apporte l'orientation, qui conseille l'orientation du malade. Donc, pour répondre à votre question, Thierry, ce n'est pas une dualité EHPAD-domicile, mais bien une troisième voie qui est en train de se mettre en place. D'accord, donc les deux enjeux finalement, c'est à la fois une meilleure information et surtout un meilleur accès à l'information, ce que vous évoquiez, et en même temps davantage d'anticipation, à la fois de la part des professionnels, dans un côté très incitatif, et puis à la part de la part des Français. Complètement. Je dirais, au risque d'anticiper la conclusion, qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer qu'on perd sa capacité à choisir le lieu où l'on veut passer la fin de sa vie. Pour pouvoir faire ce choix, il faut avoir une information éclairée, et pour que cette information soit éclairée, il faut que nous fassions connaître les solutions alternatives qui existent. D'accord. Et alors, le développement des solutions alternatives, à quel type de difficultés, parce que là, on a parlé de l'accès, mais quel type de difficultés il se heurte aujourd'hui en France? Les principales difficultés que nous pouvons rencontrer concernent essentiellement l'évolution dont a parlé tout à l'heure le professeur Batalissal, à savoir les troubles du comportement, la déambulation, qui ne sont pas forcément connus au moment de l'admission dans la colocation et qui ne sont pas pris en charge, notamment dans la réflexion de la construction de cet habitat partagé. Pourquoi? Parce que ces critères d'admission font que les personnes qui vont intégrer ces habitats partagés ou ces colocations vont avoir une évolution différente et on ne peut pas prédire aujourd'hui cette évolution. Donc, un des freins, c'est comment vont vivre les personnes qui n'ont pas cette évolution en troubles du comportement, etc., la cohabitation de ces troubles du comportement avec des personnes qui n'en ont pas. Ça, c'est un premier frein. Cette évolution de la maladie entraîne également des difficultés, car très souvent, on se rend compte que l'habitat choisi n'est pas adapté à la perte d'autonomie. Pourquoi il n'est pas adapté à cette perte d'autonomie? Par un manque d'anticipation. Est-ce que c'est un manque d'anticipation des pouvoirs publics, des médecins ou de la personne elle-même? C'est quelque chose qui est assez conjoncturel en France et qui ne se retrouve pas quand on va à l'étranger, car d'emblée, on intègre, si par exemple aux États-Unis ou dans les pays du nord de l'Europe, la question de la perte d'autonomie est intégrée dès le premier habitat avec une domotisation peut-être à outrance, mais qui permet effectivement de garder une autonomie assez longtemps. Une des difficultés que l'on peut rencontrer au regard des expériences, et je vais m'appuyer sur le village landais, le village Alzheimer landais, et qui lui répond à toutes les normes architecturales et qui a bien pris en compte tous les troubles décrits tout à l'heure par le professeur Salle, et la localisation par rapport au centre-ville. Ces habitats inclusifs, donc par définition se veulent inclusifs, mais comme ils sont éloignés du centre-ville, en fait, il y a un vrai frein. Pourquoi aller se faire coiffer et prendre sa voiture pour aller se faire coiffer plutôt que d'utiliser le coiffeur qui est en centre-ville? Donc cette inclusion, elle est quand même assez limitée. La dernière réalité est une réalité économique et ce n'est pas la moindre, car on pourrait penser que l'habitat partagé coûte moins cher que l'EHPAD, et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Les coûts sont sensiblement les mêmes. Très bien. Très bien. Donc c'est à la fois des promesses, mais en même temps, il y a quelques limites dans ce déploiement. Ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a des limites qui peuvent être challengées, notamment par une meilleure prise en charge. Sur ces aspects économiques, je suis intimement persuadée que le système de prise en charge actuel, c'est-à-dire l'APA, l'APL, la PCH, nécessite une révision en profondeur, de manière à minimiser au maximum le restant à charge et que l'on puisse réellement choisir sa solution d'habitat sans prendre en compte ces aspects économiques. Très bien, merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pour l'instant pas de questions, mais je reviendrai peut-être vers vous si on a des questions. Donc j'en profite. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Christine. Et je vais maintenant donner la parole à Guénaël Omesseur, qui devrait apparaître à l'écran. Me voilà. C'est chose faite. C'est chose faite. Donc on a beaucoup évoqué la question du domicile, mais derrière la question du domicile, c'est aussi la question du chez-soi qui est abordée. On le voyait là encore dans les études, on le voyait finalement dans ce que le professeur Salle a pu évoquer, dans ce que Christine Tabuenca pouvait évoquer. C'est la question du chez-soi qui est interrogée, et donc en fait la question qui est généralement celle qui est
qui est celle qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on accompagne le plus longtemps possible les personnes chez elles, mais c'est bien dans cette dimension de chez soi, et qui est aussi au cœur de vos travaux. Oui, oui, tout à fait. Déjà, merci et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est le thème de ce soir qui est l'habitat et l'habitat pour des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer nécessite quand même effectivement qu'on s'interroge sur la question de vivre chez soi et de voir comment on peut, y compris en établissement, organiser le fonctionnement de l'établissement, organiser la vie quotidienne des personnes malades pour qu'elles se sentent en sécurité chez elles, même si le chez elles, pour un certain nombre d'années, est constitue un établissement ou une chambre en EHPAD. C'est un élément qui nous paraît absolument essentiel et sur lequel on a effectivement en mutualité travaillé depuis un certain nombre d'années puisque nous gérons à la fois des EHPAD, des villages bleus comme Christine l'indiquait tout à l'heure, des services de soins infirmiers à domicile et puis on est en train d'expérimenter, je vous en dirai un mot, un dispositif renforcé d'accompagnement et de soutien à domicile pour permettre à des personnes de rester chez elles et de constituer une véritable alternative à l'EHPAD. Pour mener cette expérimentation, on a travaillé sur les éléments et les différents éléments qui expliquent les raisons d'un changement de lieu de vie. Au cours du vieillissement, puisque on s'inscrit bien dans on va dire une vie longue et un parcours assez qui est constitué de plusieurs dizaines d'années, on a réfléchi à la façon dont les choix de changement de lieu de vie pouvaient se réaliser. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sur la période, on va dire des 60-75 ans, ce qu'on peut appeler les seniors actifs, on est sur des mobilités de bien-être. On peut quitter son habitat, on peut quitter son chez-soi pour en reconstruire un autre, pour accéder à un confort matériel plus important que ce qu'on pouvait avoir avant, un confort naturel. Beaucoup de retraités aujourd'hui quittent leur chez-soi pour partir au soleil ou se rapprocher des petits-enfants ou une proximité sociale. C'est ce qu'on appelle le déménagement choisi. Et c'est bien souvent vers des résidences, vers un chez-soi secondaire, voire des résidences-services qui apportent plus de confort. À partir de 75 ans, globalement, bien entendu, et entre 75 et 85 ans, on est plutôt sur des mobilités d'ajustement, avec la nécessité, malgré tout, pour des raisons, on va dire, de prévention, de proximité, de sécurité matérielle ou physique, de se rapprocher soit de proches, soit d'établissements et de services. Et on peut trouver de l'habitat, bien sûr, inclusif, mais aussi de l'accompagnement à domicile, du logement intermédiaire, ce qu'on appelle de l'habitat inclusif. À partir de 85 ans, au regard de la connaissance qu'on a des profils, on va dire, des personnes âgées, lorsqu'on déménage, lorsqu'on change de lieu de vie, on est vraiment pour des questions de santé sur une mobilité forcée, avec, comme le décrivait le professeur Salle, un retour d'hospitalisation qui peut pas se faire à domicile, avec parfois un aidant qui est en grande souffrance et qui est en épuisement d'un accompagnement sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, et qui nécessite qu'on change de lieu de vie et qu'on rentre en établissement, voire des difficultés économiques, puisque une des limites aussi de la vie à domicile, quand on est atteint d'une perte d'autonomie ou d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer, c'est aussi des difficultés économiques qui peuvent s'installer, puisque on a besoin d'aide à domicile. Et là, bien souvent, on est sur des déménagements subis en urgence vers un EHPAD et vers un établissement. Donc, c'est ces éléments, on va dire, de rupture qu'il est absolument nécessaire d'analyser et qui nous incitent vraiment à nous engager dans une dynamique, on va dire, de prévention tout au long de la vie, et notamment au regard de facteurs de risque
qui sont, on va dire, des accélérateurs de situations de perte d'autonomie pour la personne et pour son aidant. Donc ça, ce sont des éléments qui nous ont permis d'avancer sur des questions de parcours et de réfléchir avec notamment la Croix-Rouge et HSTV à proposer sur les territoires, sous la forme d'une expérimentation qu'on a lancée maintenant il y a plus d'1 an, un bouquet de services à des personnes en perte d'autonomie, atteintes de la maladie d'Alzheimer pour certaines, qui va permettre de rester chez soi dans un univers et un environnement sécurisé et comprenant à la fois de l'accompagnement et de l'aide pour la personne malade, mais aussi pour son aidant. Donc, on est aujourd'hui sur des dispositifs qui permettent notamment de sécuriser l'habitat. C'est de l'aménagement. On évoquait le risque de chute. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent, des chemins lumineux qui permettent d'éclairer l'habitat et on a des outils de santé connectés qui sont extrêmement performants. On a également installé de la coordination autour de la personne. Professeur Salle évoquait la question de la coordination entre gériatres, médecins référents, les services de soins infirmiers à domicile et les dispositifs que nous proposons permettent la mise en place de visites de coordonnateurs autonomie avec une évaluation globale, une aide dans les démarches administratives. Bien entendu, si la personne en a besoin de coordonner des astreintes soignantes, pour la levée de doute, par exemple, pendant la nuit, c'est des sujets aussi qui sont extrêmement importants pour éviter aussi les hospitalisations et éviter à ces personnes malades de changer d'environnement. On est également sur des dispositifs, bien entendu, d'aide à la prise de médicaments et nous proposons également dans ces bouquets de services de l'animation à domicile ou en établissement pour les personnes malades et leurs aidants et des ateliers qui peuvent se faire dans un EHPAD du territoire qui va coordonner ces dispositifs de soutien à domicile renforcé et qui permettra également à la fois de vivre plus longtemps à domicile, comme le souhaite la majorité, on l'a vu tout à l'heure, des Français aujourd'hui, mais aussi d'anticiper, de préparer l'entrée en établissement, si l'entrée en établissement était et devenait la solution pour la personne et son entourage. Donc nous sommes en train de tester 23 territoires dans le cadre d'un article d'un dispositif expérimental qui va nous permettre d'ici 2 ans d'évaluer à la fois l'intérêt pour les personnes malades mais aussi pour leurs aidants. C'est financé par l'assurance maladie dans le cadre de ce dispositif expérimental avec à ce jour un reste à charge pour les personnes, puisqu'on l'a vu, qu'à domicile, c'était aussi une question qui est nulle et qui devrait permettre d'organiser ces soutiens à domicile. Ce que je voulais aussi partager avec vous ce soir, c'est que on est vers des dispositifs effectivement au travers de la réglementation, de l'évolution de l'offre comme l'a montré Christine, sur des dispositifs qui vont être, on l'espère, de plus en plus souples, qui vont permettre à la fois de rester plus longtemps à domicile, mais aussi parfois de faire des allers-retours. Je pense notamment à l'accueil temporaire, par exemple, qui est quelque chose qui va se développer, on l'espère, dans les années à venir et qui permettront à la fois aux personnes malades, mais aussi à leurs aidants, d'avoir une diversité de choix sur les territoires. C'est aussi le projet de centre de ressources territoriales qui devrait voir le jour à titre expérimental sur certains départements à partir de septembre prochain. Il s'agit vraiment de coordonner l'ensemble des acteurs pour éviter les ruptures et organiser les transitions.
Très bien, mais qui effectivement sont à la fois au domicile et aussi éventuellement dans des établissements. Ce qui est finalement aussi, quand on vous écoute, plusieurs variations du chez-soi, parce que derrière la question du domicile, il y a, je crois, une étude qui a été menée sur les différents déterminants du chez-soi que vous avez menée, et je pense que les gens qui nous écoutent pourraient être peut-être curieux de savoir c'est quoi finalement être chez soi, de façon assez simple, hein, parce qu'on est toujours dans le Oui, temps. alors ça peut d'abord, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que ça d'abord être chez soi, ça peut revêtir des différences d'une personne à une autre, mais en tout cas, c'est se sentir en sécurité. C'est un élément qui est vraiment important, c'est-à-dire que le chez soi doit être, que ça soit chez soi, dans son habitat ou en établissement, un lieu où on se sent en sécurité et où on a une forme, on va dire, de liberté de choix et une liberté d'organisation. Et ça, c'est une vraie question pour les établissements et les établissements actuellement, tant dans le champ du handicap que sur le champ de l'âge. C'est vraiment la façon dont on permet aux personnes, y compris malades ou en perte d'autonomie, de reprendre, je dirais, du pouvoir quant aux décisions qui les concernent. On a commencé à mettre en place, bien entendu, vous le savez, au travers de la réglementation des conseils de la vie sociale. On a, nous, imaginé, en tout cas, c'est une proposition de la mutualité, de faire en sorte que ces conseils de la vie sociale puissent s'ouvrir sur l'extérieur et qu'on intègre des personnes autres que celles qui vivent dans l'établissement. Il faut trouver les moyens de mieux faire entendre la voix des personnes qui sont concernées par ces dispositifs pour que les établissements, les institutions et les services évoluent, se transforment pour mieux répondre à leurs attentes. Je crois que le virage domiciliaire, ou en tout cas la transformation de l'offre, a démarré depuis maintenant quelques années, que les choses vont s'accélérer, c'est une bonne chose, et qu'on doit en permanence vérifier que l'offre proposée et que les dispositifs qui sont imaginés, installés, expérimentés répondent bien aux choix des personnes qui sont concernées. Et que nous ayons, il y a peut-être un élément supplémentaire, que ces solutions que l'on propose soient effectivement disponibles sur tout le territoire. Parce qu'il reste encore, comme le disait le professeur Salle, des territoires sur lesquels nous n'avons pas forcément tous les mêmes dispositifs et sur lesquels nous avons besoin collectivement de renforcer l'accompagnement. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est à la fois le fait qu'elle soit disponible et que l'accès à l'information le soit aussi. C'est-à-dire qu'on puisse aussi à un moment donné faire une jonction entre l'offre et la demande et que les gens soient effectivement informés. Merci infiniment. J'ai pour l'instant pas de questions. Je pense que les questions vont arriver. Ce soir, nous avons des internautes qui posent moins de questions qu'ils n'écoutent. Et je vais passer la parole à François-Xavier Curbet-Deloff. Oui, bonsoir. On a beaucoup parlé ce soir d'habitat inclusif et peut-être avant d'entrer dans ce qui est aujourd'hui une des illustrations de votre programme, hein, au Petit Frère des Pauvres, qui est la Maison d'Utile, peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle l'habitat inclusif? Oui, en fait, c'est une vieille histoire, même si la terminologie qui a été choisie depuis peu par le gouvernement est plus récente, hein, mais quelque part, on peut remonter au Moyen-Âge, hein, puisqu'on parle des béguinages où des femmes qui vieillissaient avaient décidé de vivre ensemble pour être justement, comme disait personne précédente, dans des lieux sécurisants et préservant leur intimité et leur liberté. Donc, je veux dire, c'est quand même ce mouvement de vouloir se regrouper ensemble parce qu'on a peut-être des fragilités ou des besoins similaires existent depuis très longtemps. C'est vrai que depuis le début des années 2000, le gouvernement avait fait le choix d'être dans une offre qui se résumait soit à le maintien dans
le domicile classique ou bien dans effectivement des lieux médicalisés, des structures assez importantes. Et il faut savoir que la France est un des pays qui a le plus de place pour l'accueil des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et un petit peu, il y avait une sorte de no man's land, même s'il y avait beaucoup de choses en fait qui existaient mais qui restaient plus ou moins cachées. Il y avait effectivement peu d'alternatives à ces deux extrêmes. Et ce mouvement s'est réveillé, il a vraiment été pris en intérêt par le gouvernement, et la terminologie d'habitat inclusif a été choisie pour définir un nouveau type d'habitat dans lequel les principes sont d'abord qu'il y ait un partage, c'est-à-dire que des personnes partagent un projet commun, un projet de vie qui passe par la question de l'habitat. Parfois partagent des moyens aussi, comme les moyens financiers ou leur service d'aide à domicile, que c'est un véritable logement puisque les personnes sont locataires, elles ont les droits d'un locataire ordinaire. Et bien sûr, la notion d'habitat inclusif, c'est-à-dire à proximité des services, qui est beaucoup plus facile à imaginer lorsqu'on veut ouvrir un lieu qui va rassembler, soit dans un lieu partagé, comme un habitat, une colocation, soit dans des domiciles regroupés, une dizaine, une quinzaine, maximum une vingtaine de personnes. Ce sera beaucoup plus facile de l'intégrer dans des programmes immobiliers proches des services, proches des transports en commun, que si on le fait sur des structures beaucoup plus importantes. Donc voilà un petit peu, je dirais, les principaux critères. Je dirais aussi celle de la pluri-intervenance, c'est très important. C'est-à-dire que ce ne sont pas des lieux qui sont gérés par un unique gestionnaire, comme on l'a dans un établissement, mais qui est vraiment la conjonction de plusieurs acteurs qui apportent chacun leurs compétences. Très bien, merci. Alors, une de ces illustrations, je l'évoquais, c'est la maison d'utile qui a été développée par les petits frères des pauvres. Comment est née cette initiative? Peut-être avant de rentrer dans quelque chose de plus détaillé du fonctionnement, mais comment elle est née cette initiative? Alors, la maison d'utile, donc c'est une colocation, donc c'est un type d'habitat inclusif qui est celui de l'habitat partagé. C'est né en fait à l'initiative de familles, de personnes qui avaient eu des expériences difficiles pour leurs parents en établissement médico-social, et qui avaient donc imaginé, qui avaient eu envie d'imaginer quelque chose de nouveau, et nous nous sommes associés pour les accompagner là-dedans. Et en fait, on s'est appuyé tout simplement sur ce que les petits frères avaient créé à partir des années 1998, donc ça commence à dater. En Allemagne, des premières colocations Alzheimer avaient été ouvertes par les petits frères, puis ensuite une deuxième, une troisième, et puis c'est un dispositif qui a été repris d'abord par le Land de Berlin, puis ensuite par l'ensemble des autres Lands allemands, puisqu'aujourd'hui on a pratiquement 4000 colocations Alzheimer, et c'est un des outils essentiels d'accompagnement et d'habitat des personnes avec des troubles relevant de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc on s'est appuyé sur cette expérience-là, sur le pragmatisme allemand, je dirais, en voulant aussi développer beaucoup dans ce projet la participation et des habitants et aussi de leurs proches aidants. C'est-à-dire que la volonté, on appelle ça à responsabilité partagée, c'est-à-dire que nous, animateurs du lieu, mais les familles et les autres intervenants sont tous impliqués dans les décisions et dans le bon fonctionnement du site. Très bien. Alors, on a une petite illustration en image, puisqu'on a une courte vidéo qui permet de présenter la maison d'utile, et puis du coup, vous pourrez nous apporter vos commentaires sur l'expérience et les retours qu'on en a. Comment offrir à des personnes âgées malades des conditions de vie favorisant l'autonomie dans les choix de vie, un cadre sécurisé, un maintien des relations de proximité dans une perspective de maintenir un vrai chez-soi, un environnement familial. À l'issue d'un processus de 10 ans, un groupe de conjointes de personnes malades de Beauvais, ayant eu des expériences insatisfaisantes avec une prise en charge institutionnelle de la maladie d'Alzheimer, ont pu, avec le soutien actif de différents partenaires, et particulièrement des petits frères des pauvres,
construire un projet novateur de colocation à responsabilité partagée. Ce projet s'est concrétisé et fonctionne depuis janvier 2016. C'est une petite maison bourgeoise qui est très sympa, pas loin du centre-ville, et puis c'est familial. La Maison du Til accueille 7 colocataires souffrant de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. L'aide à domicile est portée collectivement et mutualisée par l'ensemble des colocataires. Les familles peuvent redevenir des proches et des bénévoles favorisent le lien social. On avait trouvé un petit peu par hasard que les Petits Frères des Pauvres avaient des expériences de ce type, en particulier en Allemagne. Cet endroit, quand je l'ai découvert, j'ai dit que c'était ce qu'il fallait pour ma maman. Il y a toujours quelqu'un près d'eux, il y a beaucoup de bénévoles aussi pour s'en occuper. La colocation Alzheimer de Beauvais n'est pas un établissement d'hébergement de personnes âgées au sens de la loi de 2002. C'est avant tout des personnes qui vivent ensemble avec le soutien de leurs proches et qui mutualisent les aides à la vie quotidienne et dans les gestes essentiels de la vie quotidienne auxquels ils peuvent prétendre comme toute personne vivant à son domicile. Ils ont chacune une chambre qui fait office d'espace privé. Donc dans chaque chambre, ils ont des affaires à eux. Même ici, dans les lieux publics, il y a des choses qui sont à eux. On essaie de leur poser à travers la maison des choses qui pourraient leur rappeler qu'ils sont chez eux. C'est en fait une alternative entre le domicile et l'EHPAD. La réussite de la colocation repose sur la notion de responsabilité partagée dans un cadre de vie à dimension familiale. Cela nécessite une grande souplesse et une adaptation permanente du fonctionnement. Les résultats produits tiennent à une sécurisation du quotidien, une continuité de la présence autour d'une vie sociale et affective en maintenant les activités antérieures des colocataires tout en permettant une ouverture grâce à l'action des bénévoles. Donc une illustration très concrète de la Maison du Til. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, puisque c'est 2016 ce qui était indiqué. Quelle expérience finalement et quel retour vous en avez de cette maison? Alors c'est vrai qu'on s'est lancé en 2016. Donc il y a tout d'abord l'importance de la coordination. Comme on parle, vous l'avez pas mis dans l'extrait, mais il y a une bénévole qui dit la difficulté, c'est qu'ici il n'y a pas de chef. Et la responsabilité partagée, c'est justement effectivement arriver à faire vivre ensemble. C'est vraiment la richesse de ce projet, faire vivre ensemble et en même temps que tout le monde puisse ensemble prendre des décisions collectives. Et j'allais dire je crois que la coordinatrice d'ailleurs nous écoute et je la salue. C'est vraiment ce rôle essentiel d'arriver à faire vivre la participation de chacun. La maison est vraiment un lieu de vie où les familles peuvent venir lorsqu'elles le désirent, rester le temps qu'elles le désirent. Et c'est vraiment ça qui est essentiel, c'est que chacun puisse retrouver vraiment sa place d'enfant, sa place de conjoint lorsqu'elles sont avec leurs proches. Après, c'est vrai que c'est un lieu où on s'aperçoit que les personnes retrouvent très rapidement des repères, parce que c'est un endroit où le rythme est beaucoup plus facilement respecté, puisqu'il y a une présence continue, puisqu'un des principes, c'est effectivement de mutualiser les aides à domicile de manière à avoir une présence 24 heures sur 24. Donc ça permet effectivement de pouvoir s'adapter totalement au rythme des personnes et aussi à leur perte d'autonomie, puisqu'il y a aussi bien sûr perte d'autonomie en modulant sur les heures d'aide à domicile. Les réserves que l'on peut avoir, c'est pour l'instant le coût, puisque tout à l'heure on l'a dit, le coût est similaire à celui d'un établissement médicalisé, mais il n'y a pas l'aide sociale. Donc l'accès à des personnes à faibles ressources pour l'instant est assez difficile, et les différents lieux qui se sont ouverts, puisque c'est quand même un type de lieu de vie, d'habitat qui intéresse énormément de citoyens, et il y a
pourrait parler de la Maison des Cultures, la Maison des Sages, dont on a aussi pas mal parlé, qui se sont beaucoup inspirés de ce modèle-là, ont ouvert là, ces 2 dernières années. Ben, ont la même difficulté, hein, effectivement. Pour l'instant, effectivement, c'est, j'allais dire, quelque part réservé à des personnes qui ont les moyens de pouvoir payer un prix qui n'est pas accessible à des personnes à faibles ressources. D'accord. Ça, c'est une des principales limites. C'est le coût et un peu la coordination. Ce que vous évoquiez quand même à demi-mot, c'est le fait de se mettre d'accord sur. Oui, la coordination, j'allais dire que c'est et la richesse, parce que c'est ce qui permet à chacun de pouvoir justement rester maître de sa vie ou de celle de sa position d'aidant. Donc ça en est vraiment la richesse, mais du coup ça demande effectivement une concertation, un accompagnement qui est assuré effectivement par la coordinatrice. Il y a aussi toute cette coordination de l'ensemble des intervenants qui est très importante pour qu'il y ait pour que tous les besoins soient couverts au sein de la maison. Donc on a donc bien sûr un service d'aide à domicile qui est présent 24 heures sur 24, mais après chaque personne peut faire intervenir médecin, infirmier, kiné, en essayant dans la mesure du possible que ce soit ceux qu'ils avaient à leur domicile qui puissent continuer à intervenir dans ce nouveau domicile qui est devenu le leur. Très bien, j'ai une petite question qui vient d'arriver et après je voulais juste vous demander un peu les perspectives pour ce type d'habitat puisque vous avez une expérience qui est in vivo, mais j'ai une petite question puisque vous évoquez le fait qu'on a des malades avec des rythmes de vie finalement qui sont parfois différents. C'est comment gérer l'évolution de la maladie au sein de la maison d'utile. Alors c'est vrai que pour l'instant l'expérience que l'on a, c'est que la grande partie des personnes qui sont décédées depuis sont décédées sur le site ou alors ont été hospitalisées, j'allais dire les dernières semaines, comme ça peut arriver souvent dans un domicile classique. Il y a pu y avoir des adaptations du nombre de la présence d'aide à domicile et bien sûr comme on le disait tout à l'heure, on essaie de mobiliser aussi tous les services d'accompagnement en fin de vie, des plateformes spécifiques pour les personnes pour la maladie d'Alzheimer, donc de faire venir effectivement tous les intervenants au sein de l'habitat. Et l'expérience le recul, parce qu'il y a aussi des colocations qui ont ouvert depuis un certain nombre d'années dans le Morbihan, ou l'expérience qu'on a maintenant depuis beaucoup plus longtemps en Allemagne, montre que la plus grande partie, même je dirais la quasi-totalité des personnes décèdent dans le domicile, pour la plupart. Ensuite, ça ne peut pas être quelque chose qu'on va promettre à quelqu'un qu'absolument on ne peut pas assurer à quelqu'un lorsqu'elle va rentrer dans une colocation qu'elle pourrait y rester jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'est la promesse qui est faite, c'est que si la personne le désire, si son entourage le désire, et si les conditions, effectivement, avec l'ensemble des partenaires le permettent, on fera le maximum. Et dans la réalité, c'est ce qui se passe. Et c'est là où j'insiste beaucoup sur le fait que tout ce dispositif, alors que ce soit celui-ci à destination de personnes avec des troubles cognitifs, ou ce soit d'autres types d'habitat partagé ou autres à destination de personnes âgées en perte d'autonomie ou de personnes en situation de handicap, ne seront viables que si on a des dispositifs de droit commun, notamment de SAD, de SIAD, services infirmiers, médecins de proximité, qui tiennent la route. Sinon, dans quelques années, on aura beau développer plein de lieux, ils ne pourront pas répondre aux besoins s'ils ne s'appuient pas justement sur ce droit commun et cette offre médico-sociale ouverte qui devrait être disponible à tout le monde et sur l'ensemble des territoires, qui soit fort. Et malheureusement aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit plutôt, nous, enfin avec l'expérience qu'on a maintenant,
on a des domiciles regroupés ou d'autres types de logements aussi accompagnés, on voit plutôt un délitement des services d'aide à domicile ou autres qui sont de plus en plus en difficulté pour faire de la coordination, pour assurer un service de qualité. C'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant parce qu'on risque d'aller vers des lieux qui un jour ne pourront plus répondre aux besoins des personnes. Ouais. Et donc derrière, avec des nouvelles perspectives à engager, parce que ce que vous dites fait penser à ce que à l'occasion de la rencontre qu'on avait menée sur le sujet, ce que disait Jérôme Guetsch, qui disait que l'avenir de l'essaimage des solutions d'habitat partagé devait être accéléré avec un rythme plus soutenu de la part de la puissance publique. Et c'est ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, hein, c'est à la fois un accompagnement et puis peut-être une dimension financière dans le montage économique qu'on peut faire de ce genre de choses. Alors c'est vrai que alors, si je parle au niveau de l'habitat inclusif, du dispositif habitat inclusif de manière générale, bien au-delà des dispositifs de colocation, il y a quand même une volonté très forte du gouvernement de pouvoir de développer cette offre, mais qui ne doit pas se faire de manière, qui ne doit pas devenir une offre médicale au rabais. Et il y a encore un certain nombre même s'il y a eu de grandes évolutions par rapport à il y a 10 ans, où quand on parlait de ça, on nous riait au nez. Donc il y a eu quand même des grands progrès. Et peu à peu, l'ensemble des conseils départementaux aussi s'approprient ce sujet qui est complètement nouveau pour eux. Il y a encore de grandes fragilités des modèles économiques, hein, en termes sur l'investissement. Par exemple, pour les parties communes, on a beaucoup de difficultés à trouver les financements. Pour l'ingénierie de projet, c'est des dispositifs qui sont souvent quand même assez complexes à mettre en place. Effectivement, des petites associations, des associations de familles ou de citoyens sont en grande difficulté pour pouvoir développer parce qu'il y a une complexité administrative très importante. Il y a toute la question aussi de la vacance. Par exemple, lorsque vous avez dans une colocation une personne qui s'absente, le financement va s'interrompre et il risque de mettre en péril pendant le temps qu'il y ait un nouveau locataire. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que tout le monde a besoin d'un temps de deuil, d'un temps de passage avant d'accueillir un nouveau colocataire ou locataire. Tous ces points sont pour l'instant encore n'ont pas été encore abordés par les pouvoirs publics et risquent si on n'est pas vigilant, à trouver des solutions, de mettre extrêmement en péril toutes ces solutions de cet essaimage que l'on espère. Non pas pour remplacer, hein, je tiens bien à le préciser, on n'est pas là pour vouloir remplacer les EHPAD, mais plutôt de diversifier l'offre, car comme ça a été dit tout à l'heure, il y a une population déjà public nouveau, hein, des 68 arts qui arrivent maintenant à l'âge où il y a une partie qui seront dépendants, et qui rêvent d'autre chose peut-être que de l'EHPAD d'aujourd'hui, mais que simplement deux personnes qui ont exactement la même pathologie et qu'on pourrait penser avoir exactement les mêmes besoins en termes d'offres, en fait, en fonction de leur propre représentation, de leur propre attente, vont avoir en fait des demandes très différentes. Justement, par exemple, sur la question de la sécurité, des personnes vont être beaucoup plus dans une demande d'être dans quelque chose de très sécurisé, au détriment peut-être un peu de leur choix, de leur libre choix, tandis que d'autres vont être plus sur une prise de risque et chérir leur libre choix. Je me souviens par exemple d'une personne qui avait choisi, alors qu'elle était encore tout à fait en capacité, sans difficulté de pouvoir rester dans la colocation, de rentrer dans un EHPAD, parce qu'à un moment, elle ressentait la nécessité, le besoin pour elle de se sécuriser en ayant une présence infirmière permanente. Voilà, donc il y a toute la question du ressenti et du désir qui est très important dans le choix. C'est ça, c'est-à-dire l'envie. Merci en tout cas, puisque de fait, vous faites une forme de clôture tout à fait intéressante sur à la fois la diversification du choix, qui soit en capacité à répondre
à une multiplicité à la fois de besoins, mais aussi d'attentes et d'envies, ce que le professeur Salle évoquait dès le départ en disant il faut que les gens restent maîtres finalement de leur destin, qu'on ait une diversification qui soit possible où les solutions ne s'annulent pas ou ne s'opposent pas, mais au contraire sont dans une complémentarité qui soit la plus grande possible à travers à la fois un panorama d'offres, à travers un panorama de solutions et d'accompagnement, et puis des illustrations concrètes. Je ne suis pas sûr qu'on ait d'autres questions, mais je souhaiterais peut-être revenir vers chacun d'entre vous. Alors, je crois que le professeur Salle a vraiment dû partir, donc elle nous avait laissé un petit message. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par elle. Moi, j'aimerais juste, voilà, on a évoqué plusieurs points ensemble. Peut-être avoir dans une perspective qui est une perspective où on en appelle, et chacun d'entre vous, d'une certaine façon, on avait appelé à la puissance publique des degrés divers. Peut-être quel type de message vous souhaiteriez faire passer aux décideurs qui, pour certains, nous écoutent à travers ce webinaire. Le professeur Salle, elle, avait en tête quelque chose qui lui tient à cœur, qu'elle a développé dans le cadre de son intervention, mais qui est d'une part le renforcement des ressources humaines, c'est-à-dire derrière d'avoir davantage de ressources pour que le domicile soit possible, ce qui est d'une certaine façon, il me semble, Guénaël, en écho à ce que vous avez dit, mais c'est améliorer derrière les ressources humaines et surtout le faire avec une équité qui soit une équité sur l'ensemble des territoires, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'ait pas d'angle mort ou de trous dans la raquette, pour le dire un peu différemment. Mais peut-être j'aimerais vous entendre les unes et les uns pour ensuite peut-être passer la parole à Hélène Jacquemont, mais donc je ne sais pas, on peut commencer peut-être avec vous, Guénaël. Oui, merci Thierry. Effectivement, il y a vraiment peut-être deux éléments sur lesquels je souhaiterais insister. C'est déjà rappeler que la santé, c'est vraiment, et au sens de l'OMS, une vision globale de la personne. C'est, je vous le rappelle, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et que ça consiste pas seulement en l'absence ou en la présence d'une maladie. Ça veut dire que il est important de travailler sur l'ensemble des déterminants de santé dans une approche préventive, et que l'habitat est un déterminant de santé, qu'il faut qu'on vraiment envisager l'habitat comme étant un élément facteur de prévention, et qui permettent de permettre aux personnes malades et à leurs aidants d'accéder le plus longtemps possible à leur choix de vie, de lieu de vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement qu'on soit en établissement à domicile, qui pour nous sont des réponses complémentaires et qu'il faut absolument pas opposer. Il faut vraiment qu'on arrive à décloisonner, à transformer, à coordonner sur les territoires. Il est absolument nécessaire de sans cesse travailler à la question du respect du libre choix de la personne malade et de son entourage. Et pour mettre en œuvre la liberté de choix, il est important de travailler sur la lisibilité, et donc l'accès à l'information, l'accès à des services, à des établissements, quel que soit le lieu de vie, et sur l'ensemble du territoire. Sur les questions d'accessibilité, on a peu évoqué les questions de coûts et de tarifs, on va dire, de prix à payer pour rester à domicile ou vivre en établissement. Ça fait partie des critères déterminants, et bien entendu faire en sorte que les pouvoirs publics puissent donner des moyens supplémentaires, et notamment rendre attractifs ces métiers de l'accompagnement et du soin, puisque sans professionnels, les solutions ne pourront pas être mises en œuvre sur les territoires, et nous pourrons pas répondre aux besoins des personnes malades. Donc c'est les messages que je souhaitais vous passer ce soir.
Merci beaucoup. Peut-être on poursuit avec toujours honneur aux dames, Christine, et ce sera si vous pouvez nous donner, vous, de votre point de vue, ce qui vous semble le plus important aujourd'hui qui doit être entendu par les décideurs. Alors, j'espère que vous allez mieux m'entendre. Oui. Bon, les 3 points viennent d'être cités. Déjà, la prévention, forcément. Un libre accès à l'information afin de mieux anticiper, effectivement, la gestion de vie avec la maladie. Mais je dirais surtout peut-être faire en sorte que l'on ne dilue pas la maladie d'Alzheimer dans la grande dépendance, parce qu'aujourd'hui, c'est le vrai sujet. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de plan Alzheimer. On parle de feuille de route amendée. Tous les rapports qui peuvent sortir parlent de la perte d'autonomie au sens large. La loi grand âge a été abandonnée. Donc, si j'ai un message à faire passer, ne diluons pas la maladie d'Alzheimer dans la grande dépendance. Prenons en compte ses spécificités, que ce soit dans l'habitat ou pour toutes les autres problématiques liées à la maladie. Très bien, merci beaucoup. Peut-être, vous l'avez déjà abordé, hein, François-Xavier, mais si vous voulez peut-être enfoncer le clou. Je vais prendre 3 points très rapidement. Premièrement, abolir la barrière d'âge. On ne l'avait pas évoqué dans la préparation, et je me dis que c'est quand même quelque chose d'essentiel, qu'il faut absolument qu'on a un des rares pays à avoir cette barrière d'âge à 60 ans, personnes handicapées, personnes en situation de perte d'autonomie, enfin bon. Ça me semble être une évidence, mais qu'on repousse pour des questions économiques. Deuxièmement, ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'était si on veut développer un grand spectre d'offres d'habitat, il faut absolument développer conjointement une programmation urbaine et une programmation de soins. Et puis, je ne serais pas au petit frère des pauvres si je ne disais pas aussi qu'un de nos enjeux majeurs de société actuellement, c'est de lutter contre la solitude, parce que c'est un des vecteurs de perte d'autonomie essentiels. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas de questions, donc je vais maintenant passer la parole à Hélène Jacquemont. Simplement, donc, on ponctue ce 3e lundi Alzheimer, donc après avoir évoqué la prévention, l'accompagnement, on vient d'évoquer l'habitat. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces webinaires, donc j'aborde là les aspects techniques qui sont en ligne, hein, et qui donc permettront de revenir, hein, sur ces différents sujets. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à passer la parole à Hélène Jacquemont. Oui, merci Thierry, merci à tous nos invités et à vous tous qui nous écoutez pour ces échanges particulièrement riches et constructifs. Ce programme clôture notre séquence des lundis Alzheimer. Nous allons synthétiser nos échanges et les diffuserons très prochainement, car il y a urgence à lever le voile sur l'accompagnement de nos aînés et à oser enfin faire du bien vieillir, en particulier avec une maladie d'Alzheimer, une priorité nationale, mais aussi une priorité pour chacun d'entre nous. Moi, ce que j'ai retenu ce soir, c'est qu'il fallait impérativement diversifier l'offre, éviter le prêt-à-porter, c'est-à-dire continuer de développer des solutions sur mesure, car les besoins de chacun sont toujours différents. Merci aussi d'avoir rappelé des choses aussi simples que abolir les barrières d'âge et lutter contre la solitude. Évidemment, ce sont des déterminants très importants. Moi, ce que je note ce soir, c'est que le quinquennat de la présidence de la République s'achève avec une politique de l'autonomie sacrifiée et une feuille de route maladie neurodégénérative pourtant ambitieuse qui n'a malheureusement toujours pas été officialisée. Alors, même si c'est la fin des séquences des lundis du collectif Alzheimer Ensemble, comptez sur nous pour ne rien lâcher et revenir à la charge. Bonne soirée, merci à tous.